Elle n'était pas censée être là. À vrai dire, elle n'était même pas autorisée à manipuler une arme. Tandis que les Navy SLS, les combattants les plus redoutables d'Amérique, vidaient chargeur après chargeur dans le vide sans rien toucher. Riley Creed était assise tranquillement à l'arrière, stylo posé sur un carnet. Elle n'était là que pour observer, une soi-disant analyste envoyée par le commandement pour prendre des notes sur la façon dont les vrais opérateurs faisaient leur travail. Mais quand l'embuscade a frappé, quand les mortiers ont hurlé du ciel et que les SAS ont réalisé qu'ils avaient été attirés dans un piège conçu pour les anéantir, elle a fait la seule chose que personne n'attendait. Elle a mis son carnet de côté, a sorti un fusil que personne ne savait qu'elle portait, et s'est avancée seule dans cette vallée de la mort. Avant de vous raconter ce qui s'est passé ensuite, laissez un commentaire pour nous dire d'où vous regardez. Et assurez-vous de vous abonner à Cohésion Interne. Parce que ce que Riley a fait ce jour-là a transformé le moment le plus sombre de l'histoire de cette équipe en une leçon qu'il n'oublierait jamais. Les rotors du Chinook tonnaient dans les raréfiées montagnes alors qu'ils descendaient vers la zone d'atterrissage. Par la porte ouverte, d'interminables crêtes rocheuses s'étendaient en contrebas, peintes dans des tons de brun et de gris. Des vallées creusées par des rivières anciennes, des lignes déchiquetées comme des dents brisées sous le soleil. Et quelque part dans cette désolation attendait un ennemi qui avait appris à transformer le terrain lui-même en une arme. Le sergent-chef Riley Creed était assise près de la rampe arrière, sa petite silhouette calée contre la paroi métallique froide de l'hélicoptère. À 32 ans, elle avait le genre de visage que les gens oubliaient quelques minutes après l'avoir vu. Des traits ordinaires, des cheveux bruns tirés en un chignon réglementaire serré, des lunettes à monture métallique qui la faisaient ressembler davantage à une bibliothécaire qu'à un soldat. Son uniforme ne portait aucun insigne spécial, ni écusson rangé ni ailes aéroportées. Rien pour la distinguer autrement que comme un bruit de fond. Sur ses genoux reposait un ordinateur portable robuste et quelques carnets de terrain usés. Analyste du renseignement, disait ses ordres. Observer les opérations de l'équipe SEAL en terrain montagnier. Enregistrer les tactiques, techniques et procédures pour l'examen post-action. Ne pas interférer avec les décisions de commandement. Les SEALS ne lui prêtaient guère attention. Le chef Marcus Hay, le chef d'équipe, lui avait offert un bref signe de tête quand elle était montée à bord, puis s'était retourné vers le briefing de mission. Ces hommes, 8 des guerriers les plus disciplinés du pays, vérifiaient leur équipement et leurs armes avec ce rythme fluide et pratiqué que seules des années d'entraînement intensif pouvaient construire. Le quartier-maître de première classe Logan Reid était assis en face de Riley, sa carrure massive faisant paraître le siège de transport de taille enfantine. Il lui jeta un rapide coup d'œil, puis se pencha vers son compagnon et murmura assez fort pour qu'elle l'entende. « Parfait. Le commandement envoie une bureaucrate pour nous regarder faire notre travail. Comme si on avait besoin de quelqu'un pour prendre des notes pendant qu'on essaie de ne pas mourir. » Riley ne broncha pas. Elle garda les yeux sur la tablette où elle étudiait des cartes topographiques. Elle avait déjà entendu ses blagues, les remarques sarcastiques, les haussements d'épaules. L'idée que parce qu'elle portait un ordinateur portable au lieu d'un M4, elle n'avait pas sa place sur le terrain. « Laisse-les penser ce qu'ils veulent », se dit-elle. Cela rendait le travail plus facile. L'hélicoptère s'enfonça dans un brutal ressac et tout le monde agrippa les poignets alors que le pilote luttait contre l'air turbulent. Ils arrivaient bas et vite, utilisant les plis du terrain pour cacher leur approche. Par la rampe ouverte, Riley regardait la vallée béante en contrebas. Un couloir naturel encadré par des crêtes abruptes, le genre de terrain qui canalisait les mouvements et vous laissait peu d'options. Son regard balaya le terrain avec un détail clinique, cataloguant les ouvertures de grottes sur la pente éloignée, les champs de rochers dispersés parfaits pour la dissimulation, et la piste de terre unique coupant le fond de la vallée comme une cicatrice. C'était une beauté brutale et un endroit idéal pour tendre une embuscade. Le Chinook toucha le sol dans un nuage de poussière, et les SEALS bougeaient avant même que les patins ne se soient complètement posés. Ils sortirent en formation serrée, armes levées, chaque homme couvrant un secteur avec une efficacité professionnelle. Riley attendit qu'un périmètre défensif soit établi, rangea son équipement et se glissa dehors pour suivre. La chaleur la frappa comme une chose physique. Il était à peine 8 heures du matin. Pourtant le soleil de la vallée de Korongal était déjà impitoyable, cuisant les rochers jusqu'à ce qu'ils irradient de la chaleur. Des tourbillons de poussière tournoyaient sur le sol et des rafales aiguës vous faisaient plisser les yeux et goûter le sable. Le chef Marcus Hay parlait avec son éclaireur principal quand Riley s'avança. Il lui jeta un coup d'œil, neutre, pas amical, et énonça les règles. Restez près du commandement, ne vous éloignez pas, et si ça chauffe, vous vous jetez au sol et vous restez là jusqu'à nouvel ordre. Clair? Cristallin? Chef. Bien, on a des renseignements.
L'ennemi utilise ces grottes comme zone de rassemblement. On observe, on identifie, on rapporte. Si une cible de grande valeur se présente, on est autorisé à engager. Mais c'est principalement de la reconnaissance. Riley hocha la tête, enregistrant mentalement le briefing, bien qu'elle l'ait déjà mémorisé. Elle se retourna vers ses hommes, et elle dériva vers l'arrière de la formation, trouvant une place où elle pouvait observer sans gêner. L'équipe commença son ascension, se dirigeant vers une crête qui offrait une vue dégagée sur la vallée. Le terrain était impitoyable. Du schiste meuble glissait sous les pieds. Des affleurements déchiquetés exigeaient un placement de pied prudent, et chaque pas les laissait exposés à des yeux invisibles au-dessus. Pourtant, les SEALS se déplaçaient avec une grâce méthodique, utilisant des signaux manuels silencieux et de brèves rafales radio pour communiquer, leur coordination impeccable. Riley suivait leur rythme sans effort, sa respiration régulière malgré l'altitude et la chaleur. Elle s'était déplacée dans les montagnes auparavant, beaucoup d'entre elles dans des pays qui n'existaient pas officiellement dans son dossier. Ses jambes connaissaient le rythme d'une ascension. Comment mélanger endurance et vitesse, comment marcher silencieusement sans perdre l'équilibre. Après 30 minutes, ils atteignirent la crête. La vue s'étendit en contrebas, à la fois époustouflante et inquiétante. La vallée se déployait comme une carte vivante, chaque crête et ombre Stark dans l'éclat matinal. De l'autre côté de la pente éloignée, les grottes béaient comme des blessures sombres dans la roche pâle. Chacune capable de cacher une petite armée. L'équipe de tireurs d'élite se mit immédiatement au travail. Le quartier-maître de 2e classe Evan Cole et son observateur, le quartier-maître de 3e classe Drew Santos, se déplaçaient avec une précision née de l'expérience, assemblant leurs fusils longs, installant le camouflage, annonçant les vitesses du vent et les distances. La réputation de Cole était légendaire. Des dizaines de kills confirmés sur plusieurs tours. Si quelqu'un pouvait faire un tir impossible, c'était lui. Riley se blottit derrière une basse crête de pierre, leva ses jumelles et commença sa propre étude silencieuse. À travers les lentilles, le monde devint des couches de mouvement et de chaleur. L'air scintillant s'élevant de la roche brûlée. Des taches de verre marquant l'eau cachée. Des ombres, des illusions tordues de profondeur. Et ce vent, mon Dieu, le vent dansait de manière imprévisible, s'enroulant à travers la vallée comme de l'eau invisible, changeant de direction toutes les quelques secondes. Elle suivit la formation de tourbillons de poussière, les regarda disparaître et observa comment l'air se déplaçait différemment à chaque élévation. Cible, murmura Santos. 5 hommes, 600 mètres, se déplaçant entre les grottes Alpha et Bravo. Riley les trouva. 5 combattants avec des fusils pendus lâchement sur leurs épaules, marchant comme des hommes qui ne s'attendaient pas à mourir aujourd'hui. Ils s'arrêtèrent pour parler à découvert, insouciants. Cole s'installa derrière sa lunette, son corps tombant dans cette immobilité sereine que seuls les tireurs d'élite experts atteignaient. Vent 2 à 3 de gauche à droite. Distance 620 sur cible. Son doigt recula doucement sur la gâchette. Le craquement étouffé de son 300 Winchester Magnum fendit l'air. En aval, la poussière jaillit à 1 mètre en dessous. Raté, bas, appela Santos, surpris. Monte, va à droite. Cole ajusta, tira à nouveau. Le deuxième tir étincela inutilement sur la pierre 1,5 mètre à gauche. Les combattants se jetèrent instantanément à couvert, disparaissant dans leur grotte comme de la fumée. Pas possible, marmonna Cole. C'était en plein centre. Riley étudia les ondulants à travers ses lentilles, observant comment la chaleur déformait tout ce qu'elle touchait. La vallée était un four, des vagues verticales d'air montant courbant non seulement la lumière, mais le chemin même des balles en vol. Le vent ne se déplaçait pas seulement latéralement. Il se tordait en 3 dimensions, poussant et tirant de manière que les tables balistiques normales ne prédisent jamais. Elle ne dit rien. Elle observa. Elle prit des notes. Elle fit son travail. La situation se dégrada plus vite que quiconque ne l'avait prévu. Après les ratés de Cole, le chef Marcus autorisa un 2e élément de tireurs d'élite à s'installer sous un angle différent. Le quartier-maître de 1re classe Jenna Voss et son observateur trouvèrent une position 200 mètres au nord le long de la crête, espérant que la nouvelle ligne changerait leur chance. Plus de cibles apparurent, enhardies par les tirs ratés et de plus en plus audacieuses. Certains s'arrêtaient même pour scruter la crête, essayant de repérer les tireurs qui venaient de s'annoncer. C'était pratiquement une invitation. Tirez sur nous, gaspillez vos munitions et révélez vos positions. Voss pressa la gâchette. Sa balle passa haut, fracassant la falaise au-dessus des cibles. Cole tira à nouveau, bas et à gauche, nulle part près du point de visée. « C'est impossible !»
éclata Drew Santos, la frustration fissant son calme professionnel. On fait les calculs correctement. Les calculs sont parfaits, mais c'est comme si on tirait à travers l'eau. Parce que vous le faites, pense à Riley. De l'eau thermique faite de chaleur et d'air. Une physique qui ne suit pas ce qu'ils enseignent à l'école de tireurs d'élite. N'irons pas jusqu'à la position de Cole, son visage tendu d'inquiétude. « Parle-moi, qu'est-ce qui se passe ?»« Le vent, » dit Cole. « Chef, il est incohérent. Chaque tir est poussé différemment. » Les thermiques soulevaient des courants ascendants et descendants, tourbillonnant l'air comme des remous invisibles. Hay regarda la vallée à nouveau, non pas comme un terrain, mais comme un puzzle tactique sans solution facile. Son équipe avait certains des meilleurs tireurs disponibles et ne pouvait pas toucher des cibles qui étaient pratiquement immobiles. Puis l'ennemi répondit. Le premier mortier hurla vers le bas et frappa 50 mètres en dessous de leur position, projetant un geyser de poussière et de roches. Le son roula à travers la vallée comme un tonnerre. « Tirs entrants !» cria quelqu'un, bien que tout le monde le sache déjà. Le deuxième obus s'écrasa plus près. Le troisième atterrit assez près pour que des éclats d'obus chantent près d'eux, et le quartier-maître de deuxième classe Rico Navarro hurla alors que des fragments déchiraient son bras gauche. « Il nous encadre !» cria Logan Red, tirant déjà Navarro à couvert. « On doit bouger. » Mais il n'y avait nulle part de sûr. La crête derrière tombait brutalement. La pente qu'ils avaient grimpée était exposée aux arcs de mortier. Se déplacer latéralement ne faisait que les ouvrir à de nouveaux angles d'attaque. Ils étaient coincés et l'ennemi le savait. Les tirs d'armes légères commencèrent à claquer à travers leur position. Les balles craquaient au-dessus des têtes et étincelaient sur la pierre, forçant tout le monde à se baisser dans n'importe quel abri qu'ils pouvaient trouver. Ce n'étaient pas des tirs aléatoires. C'était discipliné. Un tir de suppression coordonné destiné à les maintenir baissés pendant que les mortiers s'ajustaient. Cole tenta un autre tir, mais les tirs entrants rendaient impossible la stabilisation du fusil. Son tir partit dans le vide, et il jura comme un artisan dont les outils avaient trahi. « Ça ne va pas !» dit Hay, une tension dans sa voix que Riley n'avait jamais entendue de la part d'un SEAL. « On dirait une embuscade, comme s'ils nous attendaient. »« Parce qu'ils vous attendaient, pensa TL, observant le schéma de tir répété. Pratiquez. Il s'était entraîné pour ce jeu exact. Comment contrer la surveillance américaine? Comment militariser le terrain? Comment retourner nos forces contre nous? Un autre mortier arriva. Cet obus atterrit assez près pour que l'onde choque les gifles comme une main solide. Drew Santos s'effondra avec des éclats dans la jambe, tandis que le médecin se précipitait déjà vers lui. « On prend des pertes ?» dit le chef Marcus Hay dans sa radio, appelant le quartier général. « Demandons un appui aérien immédiat. Nous sommes inefficaces au combat et coincés. » La radio grésilla en retour. Appui aérien dans 18 minutes. Pourrait-il tenir aussi longtemps? 18 minutes semblaient 18 heures. Les tirs ennemis ne faisaient que s'intensifier. Plus de combattants affluaient du complexe de grottes, se déplaçant avec la confiance de gens qui savaient qu'ils avaient leurs adversaires exactement là où ils les voulaient. Riley observait à travers ses jumelles, cataloguant les détails. Même alors que les guerriers entraînés autour d'elle se battaient pour leur vie, elle pouvait voir le schéma maintenant. 3 positions imbriquées se couvrant mutuellement, établissant un tir croisé qui rendait tout mouvement suicidaire. Elle regarda l'équipe de mortiers ajuster la visée avec une précision qui parlait d'observateurs avancés appelant des corrections. Elle repéra le commandant en retrait, dirigeant avec des signaux manuels, et elle suivit les rivières thermiques invisibles dans la vallée qui défaisaient chaque tentative américaine de retourner un tir efficace. Si cela continuait, quelqu'un allait mourir, probablement plus d'un. Le médecin traitait déjà une deuxième victime, et les compteurs de munitions descendaient à des chiffres qui inquiétaient les chefs d'équipe. Riley posa ses jumelles avec la même précision minutieuse que quelqu'un utilise en faisant finalement un choix qu'il évitait. Puis elle plongea la main dans son sac et sortit quelque chose qu'aucun kit d'analyste n'aurait dû contenir. Le fusil était compact, noir et personnalisé, modifié de manière qui criait argent sérieux et intention sérieuse. Un fusil de précision 308 avec un suppresseur et une optique qui coûtait probablement plus cher que la plupart des voitures. Le genre d'arme qui vivait dans la zone grise entre l'équipement civil et militaire. Les outils que les professionnels sérieux portaient quand les choses l'exigeaient. Logan Red le vit en premier. Ses yeux s'écarquillèrent. « Creed, qu'est-ce que... Où as-tu eu ça? Tu n'es pas autorisé, hein ?» Elle se déplaçait déjà, rampant vers une position au bord de la crête où le rocher au-dessus donnait une couverture, tandis que la pente en dessous offrait un champ de tir dégagé. Hay rampa après elle, confusion et colère écrites sur son visage. « Creed, arrêtez. Vous êtes analyste, pas tireuse. »
Elle vérifia la chambre avec des mouvements sculptés par la mémoire musculaire de milliers de répétitions. « Chef, avec tout le respect, j'essaie de garder vos hommes en vie, dit-elle. Vous n'avez pas l'autorité d'engager. Vous n'êtes pas dans la chaîne de commandement. » Elle s'installa derrière la crosse, joues pressées, respiration mesurée et régulière. « Pas dans votre chaîne de commandement. » C'est exact. Heidi, mais quelque chose dans sa voix le fit hésiter. Ce n'était pas de la défiance. Ce n'était pas de l'arrogance. C'était la certitude tranquille de quelqu'un qui avait fait cela avant et savait exactement ce qui allait se passer, se préparant simplement à exécuter une tâche familière. À travers sa lunette, la vallée se réarrangea. Elle ne voyait pas juste du terrain ou des positions ennemies. Elle lisait l'air lui-même, observant comment le sentiment de chaleur courbait l'arrière-plan, traçant des motifs dans la poussière, notant quelles zones restaient claires, lesquelles se remplissaient de distorsions thermiques. Une rafale de vent roula. Elle la sentit sur son visage, chronométra son passage et attendit l'accalmie qui suivrait. Dans cette brève poche de calme relatif, elle pressa la gâchette. Le craquement étouffé était à peine audible au-dessus de la fusillade. En aval, à 450 mètres, l'observateur de mortier, qui avait appelé des corrections, bascula en avant et ne se releva pas. Logan raide, regardant à travers sa lunette, devint absolument immobile. Bon sang, elle vient juste de... Riley cherchait déjà sa prochaine cible. Elle avait regardé le mitrailleur s'installer dans une ouverture de grotte, se préparant à établir un tir de suppression pour garder les SEALS coincés pendant que les mortiers faisaient leur travail. Il pensait que les ombres le cachaient. Elles ne le cachaient pas. Son deuxième tir le trouva avant qu'il ne puisse presser la gâchette. L'arme cliqueta contre la pierre alors que des mains mortes la lâchèrent. Drew Santos, jambes saignantes, avait toujours sa lunette d'observation levée. 2 sur 2, centre de masse à des distances où nos gars ne pouvaient pas toucher le côté d'une grange. Le chef Marcus a fixé Riley comme si elle avait fait pousser des ailes. « Qui diable êtes-vous » Elle ne répondit pas. Elle ne pouvait pas pendant qu'elle était dans cet endroit. L'endroit où la pensée consciente s'estompe et l'instinct prend le dessus, où des années d'entraînement et un don naturel se combinent en quelque chose qui ressemble à de la magie, mais qui est vraiment juste une compétence froide et raffinée. Son troisième tir élimina le combattant essayant de se déplacer sur un flanc. Le quatrième ruina l'équipe RPG sur le point d'encadrer la position cible avec des explosifs. Le cinquième était un autre observateur de mortier plus en arrière, confiant que la distance le rendait sûr. Elle ne le rendait pas sûr. Chaque tir était délibéré, économique, final. Tandis que les SEALS avaient combattu un terrain qui défaisait leur entraînement, Riley lisait la vallée comme un livre, compensant ce qu'il ne pouvait pas voir et chronométrant les tirs pour les brefs moments où les courants thermiques se calmaient. Les tirs ennemis commencèrent à s'amincir. Non pas parce qu'ils se retiraient, mais parce que des acteurs cruciaux continuaient de disparaître sous des balles précisément placées. L'embuscade chorégraphiée se dénoua alors que les leaders et les spécialistes sortaient du schéma. « Elle tire sur des fantômes », murmura Evan à travers sa lunette alors que Riley envoyait un tir à travers le scintillement de chaleur et la fumée pour abattre un combattant qui avait été invisible des positions des SEALS. « C'est impossible ?» Jenna Voss, plus loin le long de la crête, avait arrêté de tirer et observait seulement maintenant, étudiant la technique, essayant de comprendre comment quelqu'un faisait des tirs qui brisaient tout ce qu'il savait sur la balistique et les effets environnementaux. Puis le commandant ennemi appuya sur sa radio, un bref éclat de métal dans les ombres, et c'était tout ce dont Riley avait besoin. Le tir vola presque 600 mètres à travers des courants thermiques qui avaient défait les tireurs toute la matinée, et pourtant il le trouva. Sans coordination centralisée, l'embuscade s'effondra et les combattants qui s'étaient déplacés avec une précision disciplinée commencèrent à prendre des décisions individuelles paniquées au lieu de suivre l'entraînement. La peur les rendait prévisibles, les forçait à bouger mal, à s'exposer, se transformant de menaces en cibles. « Ils se brisent ?» souffla le chef Marcus Haï, l'incrédulité bordant son ton. « Elle les brise ?» Le rugissement constant des tirs entrants tomba à des coups de feu dispersés. Les mortiers se turent pour la première fois depuis le début du combat. Les SEALS pouvaient enfin respirer sans s'attendre à mourir dans le prochain battement de cœur. Riley baissa son fusil, balayant la vallée une fois de plus pour détecter du mouvement. Rien. Elle enclencha la sécurité et plaça l'arme à côté d'elle, calme et délibérée, comme si ce qu'elle avait fait n'était qu'un autre exercice d'entraînement. Haï rampa jusqu'à sa position. Son visage prit quelque part entre l'émerveillement et la confusion. « Creed, sergent-chef Creed, j'ai besoin que vous m'expliquiez ce qui vient de se passer. » Elle sortit un petit carnet de sa poche, un vrai, papier et stylo, et commença à noter.
Plusieurs Kia ennemis, embuscade brisée. Recommande exfiltration immédiate avant regroupement. Ce n'est pas ce que je voulais dire, et vous le savez, dit-il sèchement, bien que sans colère. Qui vous a appris à tirer comme ça? Dans quelle unité étiez-vous? Elle croisa son regard, et dans ce bref regard, il vit quelque chose qui lui fit repenser tout ce qu'il avait supposé sur l'analyse tranquille avec l'ordinateur portable. Il y avait quelque chose de froid là, quelque chose d'entraîné, discipliné, létal. Analyste, dit-elle simplement, exactement comme mes ordres le disent. Ai expira, secouant la tête. J'ai travaillé avec Delta. J'ai travaillé avec l'ISO. J'ai travaillé avec des gens dont les unités n'ont même pas de nom. Ce que vous venez de faire? Il fit un geste impuissant vers la vallée maintenant silencieuse sous le soleil. Ce n'était pas de la chance. C'était une précision de classe mondiale dans des conditions qui ont détruit nos meilleurs tireurs. Riley considéra cela, puis retourna calmement à ses notes. Vos hommes ont bien performé, chef. Ils se sont adaptés à la situation. C'est ce qui compte. Mes hommes se faisaient déchirer jusqu'à ce que vous? Vos hommes ont continué à se battre, l'interrompit-elle doucement. Ils n'ont pas paniqué. Ils ont maintenu la discipline sous le feu. Ça vaut plus que le tir de précision. Le battement des rotors coupa leurs paroles. L'oiseau QRF était déjà en approche. Quelqu'un au QG avait dû réaliser à quel point les choses étaient devenues mauvaises. Alors que l'hélicoptère s'arrêtait pour atterrir, Riley commença à ranger son équipement avec une précision mécanique, ordinateur portable rangé, notes sécurisées et le fusil personnalisé démonté dans un étui qui aurait pu passer pour de l'équipement de caméra. Logan Red s'approcha, son bras enveloppé serré dans un pansement de campagne. Il tendit une douille usée, celle éjectée de son fusil en plein combat. « Vous devriez garder ça, » dit-il. « Un souvenir ?» Elle fit un léger sourire. Le premier vrai que Ai avait vu de toute la journée. Gardez-le, vous. Un rappel que parfois la personne que vous négligez est celle qui vous sauve la vie. Le rapport post-action qui suivit fut un chef-d'œuvre de montage créatif. Version officielle. L'équipe s'il a rencontré une résistance inattendue. Un tir défensif coordonné et un appui aérien rapproché ont entraîné des pertes ennemies et une extraction réussie. Le sergent-chef Riley Creed a fourni une analyse de renseignements précieuses contribuant au succès de la mission. Ce que le rapport ne disait pas, c'était que l'analyste avait abattu 11 combattants ennemis en environ 8 minutes, démantelant une embuscade construite pour anéantir les opérations spéciales américaines. Il ne notait pas qu'Evan Cole et Jenna Voss avaient passé tout le vol de retour à regarder par les fenêtres en silence, questionnant tranquillement leurs propres capacités. Il ne mentionnait pas non plus que le chef Marcus Ai avait exigé des réponses du quartier général sur quel genre d'analyste ils avaient attaché à son équipe, pour apprendre que le dossier complet du sergent-chef Riley Creed était verrouillé derrière des niveaux d'habilitation bien au-dessus du sien. De retour à la base, Riley déposa ses observations, assista au débriefing et répondit à chaque question avec le calme bureaucratique précis de quelqu'un habitué à éviter les explications. Les SEALS ont performé efficacement dans des conditions difficiles, dit-elle à l'officier du renseignement examinant son rapport. La distorsion thermique dans la vallée a causé des problèmes balistiques imprévus. Recommande une formation future sur le tir à travers les courants thermiques. Et vos propres actions, demanda-t-il. Fournit une surveillance et un tir défensif au besoin. Réponse standard quand un élément est attaqué. L'officier jeta un coup d'œil à son dossier. Votre dossier dit que vous êtes renseignement de signaux. Il ne mentionne pas d'entraînement de tireur d'élite. L'expression de Riley ne vacilla pas. Mon dossier dit ce qu'il doit dire. Il l'étudia pendant un long moment, puis ferma le dossier. Vous êtes réaffecté. Avec effet immédiat. Les ordres arriveront par courrier. Elle hocha simplement la tête. C'était comme ça que ça fonctionnait. Vous apparaissiez là où vous étiez nécessaire, vous faisiez le travail que personne n'était censé connaître, et puis vous disparaissez de nouveau dans le brouillard administratif d'où vous veniez. L'armée était efficace pour effacer les gens, qu'ils soient ennemis ou les siens. Ce soir-là, elle trouva Ai debout à la clôture du périmètre, regardant vers les montagnes où ils avaient failli mourir. « Vous partez, » dit-il, sans se retourner. Ce n'était pas une question. Nouvelle affectation. Je ne peux pas en parler. Ne peut pas ou ne veut pas? Les deux. Il resta silencieux un long moment. Mes hommes sont en vie grâce à vous. Cole est en vie. Santos, Red, Voss, tous. Ils n'oublieront jamais ça. Mais ils ne connaîtront jamais toute l'histoire, n'est-ce pas? Riley sourit faiblement. L'histoire complète est exactement ce que dit le rapport.
Votre équipe a rencontré de la résistance, l'a combattue, est rentrée. C'est ce qui compte. Et la femme qui tire comme si elle le faisait depuis 20 ans, l'analyse avec un fusil qui n'existe pas officiellement. Pressatait-il. Son demi-sourire s'approfondit. Parfois les meilleurs analystes sont ceux qui ont passé du temps sur le terrain. Ça les aide à comprendre ce que les données signifient vraiment. A eu un rire sec. C'est votre ligne? C'est une bonne ligne. Elle correspond au récit. Il se tourna complètement vers elle maintenant. Ça fait longtemps que je suis là. J'ai travaillé avec des fantômes, des gens qui n'existent pas officiellement, qui font des choses qui n'arrivent jamais officiellement. Les meilleurs sont toujours les silencieux, ce que personne ne remarque jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Ça sonne dramatique, chef. Est-ce que j'ai tort? Elle ne répondit pas. Elle regarda simplement vers l'horizon où le soleil brûlait sur les crêtes en bandes de rouge et d'or. Vos hommes ont fait du bon travail aujourd'hui, dit-elle enfin. Ils ont gardé la tête froide quand tout partait de travers. C'est ce qui compte. Ai hocha lentement la tête. Le reste n'est que des détails. Elle croisa son regard. Des détails comme le fait que vous respirez tous encore. Des détails comme le fait que vous avez une bonne équipe qui se protège mutuellement. Dit-il tranquillement. Accrochez-vous à ça. C'est plus rare que vous ne le pensez. Le courrier arriva le lendemain matin portant des ordres scellés. À midi, Riley Creed était dans les airs, se dirigeant vers un autre pays, une autre mission, et probablement une autre identité qui avait peu à voir avec ce qu'elle faisait vraiment. Les SEALS la regardèrent partir avec un mélange de respect et de confusion qui ne se réglerait jamais complètement. Logan Reed fit encadrer la douille usée et l'accrocha dans la salle d'équipe, non pas comme un trophée, mais comme un rappel que les gens les plus dangereux sont souvent ceux qu'on néglige. Ceux qui n'ont pas l'air dangereux jusqu'à ce qu'ils décident de l'être. Evan Cole passa des heures à étudier la balistique longue, portée à travers les distorsions thermiques, essayant de comprendre comment elle avait fait ce qu'elle avait fait. Il n'y parvint jamais, mais la poursuite le rendit plus affûté, et c'était suffisant. Le chef Marcus Hay, cependant, resta silencieux. Il savait qu'il y avait des gens qui travaillaient dans des couches du système où les règles ne s'appliquaient pas tout à fait, où la chaîne de commandement se ramifiait dans des directions invisibles et où la ligne entre analystes et opérateurs était intentionnellement floue pour des raisons au-dessus de son niveau de rémunération. 5 mois plus tard, son équipe menait des missions dans le nord de la Syrie quand il reçut un nouveau brief de renseignement d'un analyste attaché à une autre unité. Le rapport était exceptionnel, concis, perspicace, précis. Il ne montrait pas seulement où était l'ennemi, mais comment il réagirait, comment il bougerait, et exactement où il était faible. Hay remarqua que le bloc de signature portait un nom qu'il ne reconnaissait pas, mais le style d'écriture semblait familier. La logique, la précision, tout portait ses empreintes digitales. En parcourant les métadonnées, il remarqua une notation que seul quelqu'un qui faisait attention trouverait. Les initiales RC. Hay sourit faiblement, classa le rapport et commença à briefer ses hommes. Quelque part là-bas, une analyste gardait toujours les opérateurs en vie, leur fournissant les bonnes connaissances au moment exactement opportun. Et si cette analyse prenait parfois un fusil et faisait plus qu'analyser les données, eh bien, certaines vérités valaient mieux de rester non dites. Certaines questions n'avaient jamais besoin de réponse. Certains héros travaillaient dans l'ombre, faisant des choses qui ne verraient jamais une ligne officielle dans aucun rapport. Parce que parfois la personne la plus dangereuse dans la pièce est celle que personne ne remarque. Le professionnel silencieux à l'arrière prenant des notes, attendant patiemment jusqu'au moment où il cesse d'observer et commence à agir. Et c'est alors que vous réalisez que le loup était là tout le temps. Vous ne l'avez simplement pas reconnu parce qu'il n'hurlait pas à la lune. Il était assis silencieusement, observant, attendant la bonne seconde pour rappeler à tout le monde à quoi ressemblent les vrais professionnels quand tout est en jeu. Des années plus tard, Evan Cole racontait aux nouveaux tireurs d'élite rejoignant les équipes le jour où une analyste avait surpassé au tir le meilleur tireur de précision de l'armée. Il n'utilisait jamais son nom. Il n'en avait pas besoin. Il ne savait même pas s'il était autorisé à le faire, mais il terminait toujours l'histoire de la même manière. La personne qui a l'air la moins dangereuse pourrait être la plus dangereuse dans la pièce. N'oubliez jamais ça. Drew Santos gardait une photo de cette mission dans la vallée de Korangal. On ne pouvait pas vraiment voir Riley dedans. Elle avait toujours réussi à être juste hors cadre ou en train de se détourner chaque fois que les caméras apparaissaient. Pourtant, il jurait qu'on pouvait distinguer son ombre dans un coin. Il gardait cette photo comme rappel que certains anges gardiens portent des bottes de combat et portent des fusils au lieu d'elles. Jenna devint finalement instructrice, entraînant la prochaine génération de tireurs d'élite SALS. Elle s'assurait que son cours incluait une section complète sur le tir environnemental, la distorsion thermique
les schémas de vent imprévisibles et chaque bizarrerie qui pouvait tordre la trajectoire d'une balle. Quand les recrues demandaient où elle avait appris ça, elle souriait toujours et disait « de quelqu'un qui était meilleur que je ne le serais jamais ». Et quelque part sous un ciel différent dans une autre zone de conflit, une analyste était assise tranquillement à l'arrière d'une salle de briefing, ordinateur portable ouvert, carnets empilés soigneusement, écoutant alors que les opérateurs planifiaient leur prochaine mission. Elle posait les bonnes questions, le genre qui faisait même les hommes aguerris s'arrêter et repenser leurs hypothèses. Juste une analyste, juste une observatrice, juste quelqu'un envoyé pour documenter ce que les vrais guerriers faisaient sur le terrain, jusqu'au moment où elle ne l'était plus. Parce que l'arme la plus mortelle n'est pas toujours la plus bruyante. Parfois c'est celle que personne ne voit venir jusqu'à ce qu'elle ait déjà tout changé. Le loup ne s'annonce pas au mouton. Il se déplace simplement tranquillement, efficacement, pendant que tout le monde regarde ailleurs. Riley Creed comprenait ça mieux que quiconque. Elle avait construit toute une carrière sur le fait d'être sous-estimée, sur le fait de laisser les gens voir exactement ce qu'ils attendaient pendant qu'elle gardait ses vraies capacités profondément enfouies. C'était plus sûr de cette façon, pour elle et pour les gens qu'elle protégeait. La douille que Logan Red avait montée pendait toujours dans la salle d'équipe des SLS, polie et préservée. En dessous, quelqu'un avait gravé un seul mot qui résumait tout ce qu'ils avaient appris ce jour-là. Respect. Non pas parce qu'elle l'avait exigé ou cherché la gloire, mais parce qu'elle l'avait gagné dans la seule monnaie que les guerriers valorisent. En intervenant quand ça comptait le plus, en faisant l'impossible quand tout le monde d'autre ne pouvait pas, et en s'effaçant tranquillement dans l'arrière-plan quand c'était fait. C'est ce que font les vrais professionnels. Ils se présentent, ils performent, ils partent. Et la seule preuve qu'ils n'ont jamais été là, c'est que les gens qui devraient être morts respirent encore. Merci d'avoir regardé. Abonnez-vous à Cohésion Interne pour plus d'histoires puissantes de femmes courageuses en uniforme.